Comment réduire les risques d'infection des maladies microbiennes tout en faisant d'économies? C'est la principale réflexion qui a poussé les femmes du village Kwele, une localité située à environ 130 km de la capitale togolaise, à inventer ces dispositifs hygiéniques à base des matériaux de fortune. On nous a appris que si nous laissons nos plats par terre et que les cochons, les bêtes viennent mettre leur bouche n'importe comment là, ça nous transmet des maladies. Pour cela, nous avons décidé de monter un certain dispositif tel que vous le voyez devant moi, ce qui nous rend un peu plus facile pour faire le lavage des assiettes. Ça nous permet de ne plus trop baisser. Et ça permet ce que nous garantissons les plats en haut et que les bêtes ne mettent plus leur bouche ça là-dedans. Si je ne peux pas mentir, je peux dire que présentement là, il y a plus de 100 ménages qui disposent de ces dispositifs. Aujourd'hui, quand vous passez dans toute la région, les lave-vaisselle et lave-mains sont devenus des pratiques courantes dans les localités d'intervention de la Croix-Rouge. Mais tout ça là a commencé à partir de Kwele, où après la formation du réseau de volontaires, ils étaient les premiers à venir prendre effectivement l'initiative de réaliser ce que nous avons développé théoriquement à la formation. Il y a un grand changement. Et ce n'est pas seulement chez les femmes, c'est en fait dans toute la localité. Les chefs traditionnels aussi le disent, que la localité a changé d'aspect. C'est plus propre, les femmes sont plus propres, les enfants sont plus propres. Appuyé par la Croix-Rouge section du Togo, le club des maires de Kwele mène une campagne de vulgarisation de leur invention dans les localités environnantes pour le mieux-être de la population rurale au Togo. À moins d'une heure de route d'Abidjan, la vieille ville de Grand Bassam semble sortie d'un autre siècle. Le poids de l'histoire se fait sentir dans la cité qui fête son centenaire cette année. Si certains bâtiments coloniaux tombent en décrépitude, l'ancienne capitale historique de la Côte d'Ivoire veut protéger son passé. On a été la première capitale, on a été la première commune. Il faut retenir que Bassam également est la première ville. Et pour l'instant, la seule ville de Côte d'Ivoire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la ville, les noms des colonisateurs sont encore bien visibles. Véritable vestige historique, Bassam assume totalement l'héritage laissé par la présence française. Il faut ressusciter la ville de Bassam à travers l'histoire qu'elle a connue. On doit assumer le fait qu'on a été, je veux dire, l'ancrage de l'histoire coloniale de notre pays. Demeurer la mémoire tout en incarnant le futur, c'est le défi que s'est lancé la ville. Bassam accueillera une zone franche centrée sur les nouvelles technologies, une petite Silicon Valley à l'ivoirienne qui devrait redorer le blason de la ville, selon le roi de la région. Aujourd'hui, nous avons de grands projets pour que Bassam redevienne un centre de développement important, comme il avait été au début de la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Avec sa situation géographique idéale et ses longues plages au bord de l'Atlantique, la ville de Bassam a tous les atouts pour devenir un haut lieu du tourisme ivoirien. Et le roi compte sur ses habitants pour encourager le développement de la cité. C'est surtout parce que ce peuple de Nzema, de Grand Bassam, a toujours été ouvert, accueillant, hospitalier. Et ce caractère-là, nous entendons le garder. Une digue va être construite pour stabiliser l'érosion marine qui menace le littoral de Bassam, de quoi rassurer les habitants de la ville au manguier centenaire. Le fleuve Tchobé, c'est un peu le paradis des éléphants. Au Botswana, les parcs naturels ne sont pas clôturés et le pays abrite un tiers de ces pachydermes qui survivent encore en liberté sur le continent. Massacrés par dizaines de milliers pour leur ivoire, il n'en reste que 470 000 en Afrique. Ce sont des animaux très intelligents. Quand ils sont perturbés dans une zone, ils se déplacent là où ils savent qu'ils seront en sûreté. Au Botswana, beaucoup de nos éléphants sont en fait des réfugiés politiques qui fuient la persécution dans les pays voisins. À l'origine de ce succès, une volonté politique. Le gouvernement a fait du tourisme une priorité en tant que source de revenus durables.
plus durable que les diamants. Un peu plus grand que la France, le Botswana jouit d'immenses espaces sauvages, du désert du Kalahari au delta de l'Okavango. De quoi attirer les touristes, mais pas n'importe lesquels. Le Botswana a une politique que nous apprécions beaucoup. Moins de touristes, plus de revenus. Nous préférons offrir des prestations de qualité. Je ne dirais pas que nous avons des clients haut de gamme, mais juste des clients qui veulent vraiment venir ici. Le Botswana a de la chance parce que les parcs nationaux couvrent une très grande surface. En Afrique du Sud, ils sont petits et souvent privés et tellement commerciaux que vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a toujours plein de touristes, tandis qu'au Botswana, à Moremi par exemple, vous pouvez ne pas voir une seule autre voiture de la journée. Pour assurer la protection des animaux, le gouvernement a interdit la chasse, renforcé les patrouilles et applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des braconniers. Si vous venez dans ce pays avec une arme pour tuer nos ressources naturelles, et si vous pensez que vous allez avoir la vie sauve, vous allez être déçu. Et je ne vais pas présenter d'excuses. C'est comme ça. Pour que toute la population bénéficie des retombées économiques, le gouvernement encourage financièrement les communautés à développer des projets touristiques, comme ce parc et ce centre culturel à Kasané dans le nord. Seul bémol, la cohabitation des hommes avec les animaux sauvages, pas toujours évidente dans les villages. Mais le Botswana ne compte que 2 millions d'habitants, plus facile donc de redistribuer les richesses et de faire coexister les populations. C'est un pèlerinage pour sauver le monde. Yeb Sano a récemment démissionné de son poste d'envoyé spécial des Philippines pour le climat, et depuis, il marche. Une série de randonnées qui finira par un trek de 60 jours jusqu'au sommet des Nations Unies à Paris en décembre prochain. C'est là que sera négocié un nouveau traité sur le réchauffement climatique. Nous allons connecter le monde entier et envoyer un message fort aux leaders internationaux pour leur dire que nous sommes nombreux et que c'est important pour nous que les gouvernements et les industries du monde trouvent une solution à la crise climatique. Les Philippines sont en première ligne de cette crise. En 2013, le typhon Haiyan avait dévasté le pays avec les vents les plus violents jamais enregistrés, faisant plus de 7300 morts. Yeb tire la sonnette d'alarme. Pour lui, le lien est évident entre changement climatique et augmentation du nombre de catastrophes naturelles. Les scientifiques sont de plus en plus formels. Le changement climatique engendrera des tempêtes plus intenses. Et ces tempêtes seront sans précédent en termes d'intensité, mais aussi de magnitude et de risques auxquels les gens feront face. Prochaine étape pour Yeb, des zones sensibles comme l'île du Vanuatu récemment dévastée par un cyclone ou encore la grande barrière de corail en Australie. L'initiative a déjà inspiré d'autres marches similaires ailleurs dans le monde. L'objectif final, réussir à réunir des dizaines de milliers de personnes à Paris pour le sommet de l'ONU sur le climat. Cette année encore, les habitants de Platy n'iront pas voter aux élections municipales prévues dimanche. Et pour cause, aucun candidat n'a osé se présenter dans ce petit village de 3500 âmes. Pas vraiment une surprise pour l'association anti-mafia Libera. Dans les années 80, 2 maires de la ville ont été froidement assassinés par la mafia calabraise, l'Ndrangheta. Ça aussi, ça contribue à un climat de terreur, de peur. Les éventuels candidats se disent « Pourquoi je risquerais ma vie? Pourquoi je ferais le héros ?» La majorité des gens ici sont honnêtes. Mais en Calabre, pour être libre, être honnête, ça ne suffit pas. Plus de maires depuis 2012, date à laquelle le conseil municipal a été dissous pour infiltration mafieuse. C'est un commissaire de tutelle nommé par le gouvernement italien qui est en charge de toutes les affaires courantes. Les phénomènes de criminalité organisée sont diffus sur tout le territoire. C'est une zone un peu complexe, compliquée, avec des phénomènes de criminalité bien sûr, mais ils ne sont pas de la compétence de la tutelle. Ce sont des phénomènes qui relèvent des forces de l'ordre et des autorités judiciaires. La tâche de Luca Rotondi reste pour le moins difficile. À Platy, une personne sur 2 n'a pas d'emploi, les infrastructures publiques sont délabrées et plusieurs inondations ont fini de ravager le village. Pour les nombreux jeunes qui vivent ici, pas grand-chose à faire au quotidien, hormis tourner en scooter dans les rues du centre-ville ou partir, comme l'a fait la fille de l'ancien premier adjoint au maire de Platy, arrêtée puis blanchie dans une affaire de marché public truqué.
C'est vrai, il y a des choses graves atroces qui se sont passées ici il y a 30 ans. Mais est-ce juste de devoir encore porter l'héritage de ces événements? Cela fait 30 ans, ça crée beaucoup de mal-être, notamment chez les jeunes qui ne comprennent pas ce fardeau et qui demandent ce qu'il se passe ici. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a promis de venir à Plati pour montrer que l'État n'oubliait pas ses citoyens. Mais pour les habitants, il faudra bien plus qu'une visite officielle pour retrouver l'espoir et la force de se rebeller contre la mafia calabraise.